Bien, bonjour à cette 4e conférence de la chaire Économie de Défense. Je laisse tout de suite la parole au député Bécher qui nous accueille très gentiment et très efficacement, et je lui laisse tout de suite la parole pour un petit mot d'introduction. Oui, je fais juste l'introduction, je vous rassure, je ne vais pas enchaîner tous les discours. Donc bienvenue à l'Assemblée nationale. Donc, je suis très content qu'on ait pu faciliter l'organisation de cette réunion. C'est bien que l'Assemblée nationale accueille plein de monde de l'extérieur, parce que finalement c'est un peu la maison de tout le monde ici. Donc bienvenue aux collègues parlementaires. Je vois qu'il y en a quelques-uns qui sont disséminés dans la salle. Monsieur le Président du Conseil de la chaire, Monsieur le Directeur de l'Agence d'innovation et de défense, Mesdames et messieurs, c'est vrai que moi je me félicite vraiment en fait de l'existence et de la vivacité de cette chaire, parce qu'elle a, alors comme dans beaucoup d'autres sujets sur lesquels je travaille, je trouve qu'elle a la particularité, je vais dire, de gérer cette articulation qui est souvent difficile à mettre en place entre la recherche académique, l'action publique et le monde économique. Et donc il y a beaucoup d'acteurs, moi je trouve, qui devraient s'inspirer du travail qui est fait entre la chaire de l'IHEDN. Je voyais la semaine dernière, j'ai la chance d'être le parrain de la nouvelle promotion du campus France Digital, et qui revendique vraiment de s'inspirer du travail que vous avez fait. Donc je trouve ça plutôt pas mal qu'il y ait des acteurs de la grande économie numérique qui s'inspirent du travail que vous avez fait depuis plusieurs années. Ils ont d'ailleurs choisi cette année à France Digital de prendre comme thème vraiment transverse sur l'ensemble de l'année. Alors c'est une année scolaire qui a un peu commencé quand même, mais la cybersécurité. Donc comme quoi finalement il y a vraiment de la convergence entre l'économie et la défense. Donc c'est pas si fréquent qu'on ait l'occasion de rassembler à la fois l'académique, le public et le monde économique. Donc cette année vous avez décidé de travailler sur la recherche, l'innovation et la défense, bien entendu. Moi je peux qu'approuver, j'ai envie de dire, ce choix-là. Quand j'ai été rapporteur pour La République En Marche du budget 2018 de la défense, j'avais souligné la force d'entraînement pour la France que constitue la base industrielle de technologie et de défense, une base qui est dynamique et donc qui va renforcer l'innovation pour le secteur. Et j'avais d'ailleurs proposé plusieurs amendements sur la loi de programmation militaire pour s'assurer qu'au-delà d'innovation, on crantait bien la notion d'innovation de rupture qui, à mon avis, dans nos sujets d'innovation en matière de défense, sont extrêmement importants. Et on a vu depuis que cette innovation de rupture, en fait, la ministre, je pense, en parlera, elle vient toujours en clôture, la ministre en parlera largement, mais c'est quelque chose qui est devenu quelque chose d'évident. Sauf changement. Voilà, non, mais en général, si elle a dit qu'elle venait, voilà. Quand on parle d'innovation, donc il y a l'innovation de rupture qui me semble un élément important, et j'espère que dans vos échanges, vous aurez l'occasion de parler de ça cet après-midi. L'autre élément qui est important, c'est, quand on parle d'innovation, évidemment, c'est le financement. Donc là, je change de casquette. Avec ma casquette de président du groupe d'études des industries de la défense, on a décidé, avec tous les parlementaires qui constituent ce groupe d'études, de faire un focus sur les PME et les PME innovantes du secteur de la défense. Plutôt que d'être toujours sur les grands groupes qui, j'ai envie de dire, peuvent vivre leur vie tout seuls. Ils ont une grande autonomie et des grandes équipes qui peuvent s'occuper de leur avenir. Donc on fait un focus très très fort sur ces PME innovantes, et on voit bien que les premières questions qui sont arrivées dans le groupe d'études, c'est les questions de financement, que ce soit européen, mais aussi la capacité de la France à mieux financer l'innovation pour les PME. Et alors là, je pense que vous aurez largement l'occasion d'en parler cet après-midi. Très très compliqué d'avoir la lisibilité quand vous êtes une PME, mais encore plus quand vous êtes le secteur de la défense. Vous connaissez la frilosité des financeurs dans le domaine, donc il y a beaucoup de choses, et on va essayer de promouvoir, les PME de la défense dans ce cadre-là. Je profite de parler de ce groupe de travail pour saluer l'initiative et l'action forte de Jean Belin, qui est titulaire de la charte et qui a vraiment un rôle très, très important dans ce groupe d'études. Il nous aide beaucoup à avancer. Et enfin, dernier point, je vous laisserai là-dessus, avec mon autre casquette de vice-président donc de l'OPEX, de l'Office des sciences et d'évaluation des sciences et de la technologie. Je crois qu'il faut que la représentation nationale, de manière générale, elle s'intéresse beaucoup plus, qu'elle s'appuie plus sur les réflexions que vous allez mener, comme dans ce type de chaire, pour pousser les sujets de réflexion et d'innovation dans tous les textes qui nous traversent. Il y a souvent une méconnaissance de ces sujets. Donc c'est à ça qu'on s'emploie à l'OPEX, en tout cas de rendre la science et les technologies plus accessibles, plus compréhensibles, et puis être en anticipation, quand les sujets vont arriver dans les textes de loi, de pouvoir avoir anticipé ce qui allait se passer. Bienvenue, vous êtes chez vous. J'espère que vous aurez des échanges riches et fructueux. Je suis ravi de vous accueillir encore une fois. Merci beaucoup.
Monsieur le député, merci. Il m'est un honneur, moi, d'ouvrir pour le compte de la chaire cette conférence. Tout d'abord, je tiens à excuser Christian de Boissieu, qui nous rejoindra plus tard, président du conseil scientifique de la chaire, qui devait ouvrir la séance. Je suis Olivier Martin, président du comité de pilotage de la chaire. J'ai d'autres choses par ailleurs, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui d'en parler. J'excuse également Madame Frédérique Vidal, qui a été appelée par Monsieur le Président de la République à une réunion cet après-midi à 16h et qui, malheureusement, alors qu'elle y tenait beaucoup, elle tenait notamment cet après-midi venir avec Madame Parly, qui elle vient, pour évoquer et illustrer le renforcement souhaitable de la recherche en matière de défense avec le monde académique et notamment le monde académique de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les technologies, comme vous l'avez dit, étant de plus en plus duales, et notamment les technologies de rupture. Et donc, elle ne sera pas là, mais elle le regrette bien volontiers, elle me l'a dit. Après ces excuses, un peu de positif. Donc, c'est notre quatrième conférence organisée par la chaire. Un petit mot sur la chaire, vous en avez déjà parlé un tout petit peu. C'est effectivement une initiative qui a été lancée en 2013, donc il y a maintenant 6 ans, qui regroupe, c'est assez original, qui regroupe le monde académique, au travers donc de 4 chercheurs aujourd'hui, dirigés par Jean Belin, le monde, je dirais, le monde public, 3 services du ministère des Armées, entre la direction des affaires financières, comme vous l'avez dit, le financement est le nerf de la guerre, et en partie c'est assez bien le cas encore aujourd'hui. La DGRIS, Direction générale pour les relations internationales et stratégiques. Je crois que je ne me suis pas trompé dans l'acronyme, pas trop. Et enfin la DGA, le S2IE. Et puis 6 mécènes. Nous étions 5 il y a 2 ans, nous sommes 6 aujourd'hui. Airbus, Arcus, MBDA, Safran, Thales, Naval Group. L'ordre alphabétique n'a pas été totalement respecté. Et nous devrions avoir très bientôt également l'arrivée de Nexter, ce qui montre que cette chaire semble fonctionner puisque de nouveaux entrants arrivent. Recherche académique, c'est effectivement un domaine important parce que c'était un domaine délaissé, la recherche dans l'économie de défense. Elle semble, et soutenue non seulement par la chaire modestement, mais également par les nouvelles autorités politiques, le soutien de la recherche académique, pas uniquement dans l'économie de défense, mais notamment dans l'économie de défense, est soutenu actuellement par notamment le ministère des Armées. Et l'objectif de cette chaire, c'est au travers de ces travaux d'offrir pour les décideurs publics et privés un éclairage le plus large, le plus objectif possible en matière d'économie de défense, qui est un sujet compliqué, à partir d'études donc réalisées par cette équipe de 4 chercheurs. Cette année, nous avons choisi le thème, vous l'avez rappelé, monsieur le député, recherche, innovation et défense. Alors, un certain nombre de gens m'ont dit, conférence sur l'innovation, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. C'est néanmoins un sujet évidemment essentiel et de plus en plus important. Et on voit qu'un certain nombre de choses, un certain nombre de décisions récentes, tant en France qu'en Europe, voire ailleurs, tournent autour de l'innovation et ne remettent pas en cause les habitudes précédentes, mais en tout cas essayent de les dépasser compte tenu des enjeux auxquels nous devons faire face. Des menaces nouvelles apparaissent, en particulier liées à l'utilisation de nouvelles technologies disruptives, qui d'ailleurs posent peut-être quelquefois des problèmes même d'emploi dans les forces. Il y a une réflexion qui est en cours et qui est importante. Je ne sais pas si on aura le temps de l'aborder aujourd'hui. Les coûts nécessaires pour l'acquisition de ces innovations, vous avez parlé du financement. La dernière conférence de la chaire portait justement sur le financement de la défense. On l'abordera certainement aussi aujourd'hui parce que c'est un élément important. Tout cela me conduit à ce que nous réfléchissions sur l'efficience du mode d'émergence des innovations de défense. Comment faire mieux ou plus avec ce qu'on a. Ce sera l'objet de la première table ronde animée par Jean Belin. Et je laisserai Jean Belin présenter les membres de sa table ronde. Cette table ronde suivra bien sûr, j'ai oublié de le dire, qu'il m'en excuse, Emmanuel Kiva, qui ouvrira formellement et techniquement, si j'ose dire, cette conférence, ce colloque. Emmanuel Kiva, donc président directeur de la nouvelle agence de l'évaluation de défense, et dont évidemment aujourd'hui il est, comme vous l'imaginez bien, au centre
de nos réflexions, et il est donc normal, tout à fait normal, qu'il ouvre cette conférence. Donc après cette première table ronde, nous aurons le plaisir d'accueillir M. Pierre Delceau, membre de l'Union européenne, directeur général adjoint à la direction générale du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME, et qui depuis de nombreuses années s'occupe beaucoup des problématiques de défense, et en particulier dans le cadre de la stratégie européenne de l'Union européenne. On parle beaucoup aussi de futur DG Défense à la Commission. Je ne sais pas si elle arrivera, je ne sais pas quelles sont ses missions. En tout cas, il est important, à l'heure où l'Europe, depuis quelques années, s'est réveillée dans ce domaine-là, on avance de plus en plus, on parle d'un fonds européen de défense doté de montants financiers tout à fait substantiels à l'horizon de la prochaine mandature. Il est tout à fait important et utile, je pense, que nous ayons le plaisir d'avoir M. Pierre Delceau intervenir à nos côtés. À l'issue de l'intervention de M. Pierre Delceau, nous aurons une deuxième table ronde, animée par Valérie Mérindol, professeure à la Paris School of Business et membre du conseil scientifique de notre chaire. Le thème de cette seconde table ronde sera, après l'émergence, comment utiliser au mieux et le plus efficacement possible les innovations dans notamment des systèmes d'armes qui sont des systèmes à temps long, à évolution lente, ce qui est un peu antinomique de la vitesse d'émergence des nouvelles innovations. Je ne vais pas déflorer le sujet, mais nous aurons notamment l'occasion là, je crois, d'aborder ce que pourrait apporter la nouvelle instruction sur le déroulement des opérations d'armement qui vient d'être signée par la ministre et pour lequel, je pense, François Pintard nous parlera avec sagesse. Enfin, comme vous le savez donc, nous aurons le grand plaisir et l'honneur d'accueillir en conclusion de ces travaux donc Madame Florence Parly, qui était venue également lors de la dernière conférence et qui nous fait le plaisir de suivre avec intérêt les travaux de notre chaire. Nous en sommes ravis. Je tiens donc, je vais arrêter là, au nom de la chaire Économie Défense, à vous remercier tous tout d'abord d'être venus nombreux, ce qui montre l'intérêt que vous portez à ce sujet, et surtout de remercier chaleureusement tous les intervenants durant cet après-midi. Et j'invite désormais avec grand plaisir Emmanuel pour nous rejoindre, directeur de l'Agence d'innovation de défense, pour son discours introductif. Merci beaucoup, mesdames et messieurs les parlementaires. Monsieur le Président, cher Olivier, mesdames et messieurs les officiers généraux, directeurs, chers amis, recherche, innovation et défense. Alors, je dois vous avouer que ce sont les trois mots que j'avais mis en exergue lors de mes entretiens de recrutement pour devenir directeur de l'agence. Donc, visiblement, ça a bien réussi. Mais ce sont trois mots qui m'ont accompagné toute ma carrière. Et c'est donc avec un plaisir non dissimulé que je me retrouve devant vous à prononcer l'introduction de cette conférence. Et je vous en remercie, d'autant que cette conférence est organisée par l'IHEDN et vous connaissez mon attachement à cette institution. Alors, 20 milliards de dollars. 20 milliards de dollars, soit 18 milliards d'euros. Qu'est-ce que c'est ? C'est le montant qu'un constructeur comme Huawei, dont on parle beaucoup en ce moment, injecte dans sa recherche. Soit plus de la moitié du montant du budget français du ministère des Armées. Pour mémoire, Alphabet, qui est la maison mère de Google, c'est 15 milliards de dollars, et Apple, c'est 11 milliards de dollars. Et ces chiffres, finalement, matérialisent bien ce que l'on sait aujourd'hui, à savoir que l'on rentre dans une nouvelle ère qui modifie singulièrement la manière dont on conçoit l'innovation de défense. Parce que finalement, auparavant, les choses étaient plus simples. Le 4 octobre 1957, quand la Russie lance Spoutnik, ce dernier envoie deux signaux. Un signal radio qui va se propager à l'ensemble du globe, et puis un signal politique qui est un signal de remise en cause de la suprématie technologique des États-Unis et qui a lancé la course à l'espace. Et ce signal a finalement accéléré le développement technologique qui a à la fois irrigué les mondes civils et militaires pour les décennies qui ont suivi. Ben aujourd'hui, il n'y en a pas un de Spoutnik. Il y a des milliers de Spoutnik virtuels qui sont lancés en permanence. Ils sont lancés par des États-puissances. Vous avez vu que la Chine vient d'envoyer une sonde sur la face cachée de la Lune. Pas pour rien. Les industriels américains annoncent des percées sur le quantique. Il y a la Russie qui a annoncé l'essai réussi du missile hypersonique avant-garde qui pourrait, je parle au conditionnel, préfigurer une nouvelle génération d'armes capable d'engendrer des ruptures stratégiques.
Ces signaux sont lancés par des acteurs qui sont des acteurs transnationaux qui transcendent les États, je le dis souvent, et je veux vexer absolument personne dans la salle, mais si on va dehors et qu'on l'on demande quel est le champion mondial de l'intelligence artificielle, j'en suis navré, mais on va pas me répondre l'INRIA. On va me répondre Google, on va me répondre Facebook, on va me répondre Microsoft. Ils sont lancés également par des acteurs économiques, des investisseurs qui, compte tenu des retombées économiques espérées colossales, qui injectent aujourd'hui des sommes dans des domaines comme la robotique autonome, comme le big data, comme l'énergie. Donc, on est dans une nouvelle ère où ce qui était régalien ne l'est plus. Vous savez qu'il y a quand même une vingtaine d'années, communiquer sur le théâtre d'opération, c'était l'apanage des États. Et aujourd'hui, tout le monde est capable de constituer un réseau de communication, et en particulier nos adversaires. Les technologies se démocratisent. On a une démocratisation de l'intelligence artificielle, de la fabrication additive. On va trouver des mines, on va trouver des armes fabriquées en 3D. Et toutes ces technologies deviennent accessibles à tous, à nous, mais également à nos adversaires. Donc innover, c'est pas quelque chose qui est un nice to have. Innover, c'est une impérieuse nécessité. Et l'innovation est clairement identifiée dans la loi de programmation militaire comme un levier essentiel pour garantir les finalités ultimes de notre politique de défense, qui sont la supériorité opérationnelle de nos forces et l'autonomie stratégique de la France. Les enjeux sont évidemment des enjeux multiples, je ne vais pas les détailler, mais enjeux opérationnels, pour garantir à nos armées de manière pérenne la supériorité opérationnelle, et en fait compter dans le groupe être dans le groupe des puissances militaires qui comptent dans le monde. Enjeu capacitaire évidemment, qui requiert l'ensemble de la maîtrise du champ capacitaire. Un enjeu technologique, un enjeu auquel on a souvent réduit l'innovation d'ailleurs. La supériorité opérationnelle requiert de disposer des technologies nécessaires à la réalisation du système de défense, soit d'ailleurs en autonomie complète, soit dans le cadre de dépendances qui sont mutuellement consenties. Des enjeux industriels, dont on parlera également tout à l'heure, et qui sont indispensables. Et puis l'innovation, c'est aussi un levier de transformation au service de la performance du ministère au sens large. Donc innover, c'est vraiment quelque chose de nécessaire aujourd'hui. Et pour le conforter, plusieurs démarches ont été aujourd'hui entreprises, dont la création par Madame Florence Parly de l'Agence de l'innovation de défense que j'ai l'honneur de diriger. Alors, il y a une innovation aujourd'hui. Pour la première fois, je ne vais pas la décrire. Je l'ai fait abondamment depuis ma prise en fonction. C'est ma 66e intervention publique sur le sujet. Donc, je vais vous passer je vais vous épargner la présentation de l'Agence de l'innovation de défense. Et ce que je voudrais faire, c'est simplement et très rapidement quelques remarques et quelques coups de projecteur pour illustrer des aspects qui me semblent assez essentiels, au-delà des défis que tout le monde connaît, des défis de la captation des innovations qui proviennent du monde civil, introduction de l'innovation dans les programmes, etc., dont on va pouvoir parler tout l'après-midi. La première remarque que je voulais faire, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on assiste à l'émergence d'un culte, une espèce de religion de l'innovation et de la disruption, avec des gourous. Alors, j'en suis pas, mais les gourous, ils vont employer des mots comme MVP, growth hacking, hackathon, scrum, sprint, des termes impressionnants, mais entre nous, d'ailleurs, c'est un des défis de l'innovation, c'est l'entre-soi. C'est utiliser une espèce de novlangue qui va vous isoler au lieu de fédérer. Et d'ailleurs, au sein du ministère des Armées, ce défi est encore plus prégnant vu l'abondance de termes et d'acronymes militaires qu'on va pouvoir trouver. Mais au-delà de cet effet de mode, il y a, je pense, deux dangers. Le premier danger, ça serait de confondre innovation et start-upisation. L'innovation foisonne dans le monde civil, c'est clair. Les start-up n'ont jamais été aussi dynamiques ni aussi médiatisées. Je parle sous le contrôle de François Chopard qui, j'en suis certain, développera cet aspect. Mais l'innovation n'est pas l'apanage unique des start-up. De l'innovation, il y en a partout, dans les PME, les ETI, les grands groupes, les laboratoires. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que le taux de survie des startups à 5 ans, c'est 58%. Et je peux vous garantir d'ailleurs que dans les 10 premiers secteurs où la survie des startups est la meilleure, on ne trouve pas le secteur de la défense. Donc il faut nous inscrire dans une démarche qui prend en compte l'ensemble du paysage de l'innovation et non uniquement les startups. À l'inverse, cette espèce de darwinisme économique, nous devrons en profiter. On devra encourager la diversité. Comme la nature est cruelle, nous devons identifier les survivants. Et puis, le cas échéant, nous doter des moyens de les accompagner, de les consolider, de les accélérer. Et c'est la réflexion que nous menons aujourd'hui et nous la menons avec l'écosystème industriel au sens large, ainsi qu'avec les investisseurs et les opérateurs économiques.
Et ceci, nous devons le faire en étant capables de trier. Je ne sais pas si vous avez vu cette étude récente sur l'intelligence artificielle qui dit que finalement 40% des startups qui se revendiquent de l'IA, finalement, n'en font pas. Et aujourd'hui, il y a le risque ce qu'on pourrait appeler le business plan magique. Vous créez votre business plan et puis vous mettez des mots magiques comme intelligence artificielle, big data, quantique ou new space, et là, vous êtes sûr d'être financé. Donc il faut faire attention et être vigilant dans notre domaine afin de ne pas être abusé par cet effet de mode. Un autre danger, je pense, c'est une croyance excessive dans la disruption. Alors on peut parler de rupture, on peut parler de disruption, mais finalement, quand on parle de disruption, on entend disparition des acteurs établis. Alors, en fait, quelles sont les véritables disruptions ? Quelles sont les innovations qu'on trouve aujourd'hui qui ne sont pas le résultat d'évolutions incrémentales de recherche et de technologie ? Le quantique peut-être, certainement pas l'intelligence artificielle, ni l'hypervélocité qui sont connues depuis les années 50. Donc on a tendance à sous-estimer la capacité d'adaptation à la fois de nos structures, d'ailleurs comme celle de nos industriels, puisqu'il y en a beaucoup dans la salle. Donc je pense qu'il faut penser rupture, mais il ne faut pas uniquement penser disruption, rupture et disparition des acteurs établis. Si Uber existe, on a encore des taxis dans Paris. Si les fast-foods sont apparus dans les années 80, c'est pas pour ça que les restaurants traditionnels ont disparu. Donc, vous voyez que je prends des métaphores adaptées. Donc, il faut penser adaptation, il faut penser accélération, synergie, valorisation des actifs que nous avons et nous en avons dans le domaine de la défense. Ça, c'était ma première remarque. La deuxième, je vous rassure, ça sera très court, c'est un autre domaine à considérer. On parle beaucoup de technologie, on parle beaucoup de financement. Il faudrait parler de ressources humaines aussi, parce que pour faire de l'innovation, ça va peut-être vous surprendre, mais il faut des innovateurs. Et les innovateurs sont aujourd'hui des ressources rares. Comment la défense peut rivaliser avec les GAFA, les BATX, les Google, Huawei ou autres, à l'heure où un jeune ingénieur en intelligence artificielle, en début de carrière, est recruté au tarif d'un ingénieur confirmé dans un autre domaine. Et là, je ne connais pas la réponse. Donc on peut parler évidemment de la passion, on peut parler du patriotisme, de la motivation, de la reconnaissance, de la valorisation. Au passage, ce sujet de la valorisation des innovateurs, nous sommes en train d'y travailler avec les DRH du ministère, DGA, SGA, EMA et autres, pour permettre de reconnaître le passage par l'innovation. Mais je pense qu'il faut aussi parler et inventer d'autres modes, comme un mode de mobilité entre le ministère des Armées et le monde civil. J'ai rencontré il y a quelque temps le directeur de la DARPA qui m'a donné sa carte tout en me disant que dans un mois, il changeait de métier et qu'il retournait dans l'industrie. Je me demandais s'il était en disponibilité. La réponse est non, j'avais démissionné et puis je ne sais pas, mais je vais retourner dans l'industrie. Ce qui ne lui pose aucun problème, puisqu'à partir du moment où il est passé par la DARPA, il trouve n'importe où du travail mieux payé. Donc ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Il faut considérer cette mobilité. D'ailleurs, et je me permets de le dire dans cette enceinte, où le politiquement correct risque d'imposer des règles de déontologie qui font que pour un ingénieur de l'armement, finalement, c'est plus facile d'aller travailler chez Huawei ou chez Google que chez Thales ou Safran. Et donc ça, il faut y penser et il faut y travailler. Il convient de considérer cette dimension des ressources humaines en travaillant aussi avec les écoles, d'ailleurs, sur la culture de l'innovation, et en particulier sur l'innovation de défense, afin que cette compétence soit pleinement intégrée et reconnue dans le cursus des ingénieurs. Donc voilà, toutes ces questions, nous les considérons dans ce que nous faisons aujourd'hui à l'agence, de la même manière qu'on va travailler sur la simplification, l'accélération des processus, le partage d'informations au sein du ministère et avec l'écosystème d'innovation civile, et évidemment la coopération internationale, en particulier européenne, puisque on ne peut pas tout faire tout seul. Donc on m'a dit de faire court, donc je vais conclure. Je vais conclure en disant que lors de l'inauguration du forum Innovation Défense l'an dernier par la ministre, Florence Parly avait déclaré « Bâtissons ensemble ce ministère où la soif de l'audace supplantera pour toujours la peur de l'échec ». Je crois que ces deux mots, innovation et audace, sont indissociables. Innover, c'est accepter une part de risque, sans peur de l'échec, et c'est tout d'abord un changement culturel dans un environnement tel que le nôtre. Avec d'ailleurs un paradoxe, les armées, les opérationnels prennent des risques tous les jours sur les théâtres d'opération, mais dès lors qu'on parle de programmes, de technologies, de systèmes, de financement, d'achat, le risque n'est pas considéré de la même manière. Donc je pense qu'il faut embrasser un changement de culture, passer d'une culture du zéro risque à une culture de maîtrise du risque, qui n'est pas la même chose. Et Einstein disait que celui qui n'avait jamais échoué n'a jamais essayé.
Alors, je pense que nous devons tous d'essayer, nous devons tous expérimenter, innover. C'est le sujet de la conférence qui nous rassemble aujourd'hui avec un panel extrêmement riche d'intervenants passionnants et malheureusement un temps limité parce que je pense qu'on pourrait passer plusieurs jours à débattre de ces sujets. Donc, je vous souhaite une excellente conférence. Je vais terminer mon introduction par un proverbe qui, à mon avis, traduit bien l'esprit des personnels de la défense aujourd'hui, des armées, directions, services, comme ceux de l'Agence de l'innovation de défense. C'est la phrase suivante: les bateaux sont en sécurité au port, mais ils ne sont pas faits pour ça. Merci beaucoup.